Roland Lehoucq, vous êtes astrophysicien au CEA, président du festival de science-fiction Les Utopiales à Nantes et auteur de nombreux ouvrages qui expliquent la science par le biais de la science-fiction. Et donc ça m'intéresse d'avoir votre témoignage sur les ingénieurs à la française, les ingénieurs d'une façon générale, la technologie et la formation des ingénieurs. Alors c'est un domaine que je connais peu, comme je reconnais la formation des ingénieurs. Néanmoins, les ingénieurs travaillent dans la technique, travaillent dans les sciences, comme les étudiants qui vont ensuite se destiner à faire de la recherche, par exemple, ou être enseignants dans le supérieur. Et donc, comme toute personne qui ont à manipuler les sciences, ont à travailler sur les sciences, ils doivent évidemment maîtriser leurs connaissances, c'est une première chose, mais aussi envisager les conséquences de leurs actions, les conséquences sociales de leurs actions. Ça, c'est un point extrêmement important. On s'en rappelle bien, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Mais on pourrait dire technologie sans conscience n'est que ruine de l'âme aussi. Il faut que les ingénieurs, et de manière générale tous les gens qui ont à voir avec la technique et les sciences, envisagent les conséquences sociales des projets techniques auxquels ils participent, parce que on le voit depuis bien longtemps, les sciences et les techniques amènent des progrès humains, de confort, pour le transport, pour la vie, pour tout un tas de choses qui sont presque évidentes, sur les communications évidemment, mais en même temps créent, disons, des problèmes, en tout cas ont des conséquences sur les humains, des conséquences sociales, mettons l'addiction au téléphone portable, mettons les pollutions dues aux moteurs thermiques qui utilisent de l'essence, mettons l'urbanisation galopante qui recouvre des surfaces énormes et qui ont des conséquences sur la façon dont les gens vivent et se transportent. Et donc il faut être conscient de ces conséquences pour essayer peut-être d'en amoindrir les conséquences, mais aussi de les comprendre et de voir comment on peut agir pour que le futur, ou en tout cas ce qui se produira dans le futur, soit plus en adéquation avec une insertion raisonnée de l'activité humaine dans une activité plus large automatique qui est la biosphère terrestre, au sens la Terre en entier. L'humanité est une force de la nature, et cette force de la nature transforme le monde, et donc ingénieurs, scientifiques et toute personne qui ont à voir avec la technique devraient avoir conscience des conséquences de leurs actions, même si bien souvent l'ingénieur de base, si j'ose dire, il est un rouage dans une machine, dans une superstructure qui dépend de lui pour partie, sur laquelle il peut agir pour partie, mais qu'il ne dirige pas. Évidemment, il y a peu de dirigeants d'entreprise au regard du nombre d'ingénieurs qui travaillent dans ces entreprises. Et c'est en ce sens que la science-fiction, par exemple, peut être un bon support de réflexion, parce que la science-fiction, c'est la seule littérature moderne, je dirais, c'est la seule littérature qui tient compte explicitement du fait scientifique et technique, des progrès scientifiques et techniques et de leurs conséquences sur les humains. C'est-à-dire qu'elle n'essaie pas de prévoir le futur, ce n'est pas de la prospective, ce n'est pas de la futurologie, ce n'est pas quelle invention technique pourrait se produire dans 10, 20 ou 50 ans, c'est essayer de penser la coévolution de l'humanité et de ces techniques qui ont été nécessaires pour le progrès humain, pour le confort humain, enfin l'invention du feu, la maîtrise du feu, ne serait-ce que ça. Il n'y a rien à dire, c'est un incontestable progrès de l'humanité. Il y en aurait bien d'autres depuis, évidemment, mais ça a des conséquences. Si vous êtes capable de faire du feu, vous pouvez mettre le feu à votre habitat par accident, vous pouvez mettre le feu à vos ennemis volontairement, et vous pouvez faire des choses qui sont évidemment pas agréables, pas prévues. Vous pouvez aussi faire cuire vos aliments qui n'étaient pas prévus et qui se trouvent être une conséquence tout à fait agréable. Est-ce que ça veut dire qu'il faut générer des ateliers d'innovation ou de réflexion, des jeux de rôle ? Ça pourrait être effectivement des jeux de rôle, des ateliers de réflexion, des ateliers de se projeter dans le futur de manière, disons, débridée, au risque de dire, entre guillemets, des bêtises. J'entends par là de tirer, quand je dis des bêtises, ça veut dire non pas des choses qui soient irréalistes du point de vue technique, mais des choses qui ne se produiront peut-être pas. La science-fiction ne cherche pas à produire une vision du futur, elle cherche plus exactement à élaborer un questionnement sur le présent et les conséquences de ce que l'on voit dans le présent, dans un futur plus ou moins lointain, pas toujours chiffré, mais plus ou moins lointain, et qui finalement pose des questions sur l'humanité et son rapport aux techniques. Si on prend par exemple le meilleur des mondes de Huxley, il y a dedans des manipulations génétiques, il y a dedans des utérus artificiels. À l'époque, on ne sait faire ni l'un ni l'autre, hein, au sens manipulation génétique active. Hein, je ne parle pas de sélection de lignées de veaux, de lignées de chiens. Je parle vraiment de la sélection active. On ne sait pas faire ça à l'époque. La question reste, si l'humanité dispose d'utérus artificiels et de moyens de manipuler artificiellement les humains, génétiquement les humains,
c'est quoi l'humanité du futur? Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence, que ça pourrait avoir comme conséquence sur l'humanité? Et il propose directement, il y a des humains alpha, des humains bêta, des humains gamma, avec, comme l'ordre alphabétique de ces lettres grecques l'indique, les chefs, les moyens et les sbires, et avec une hiérarchie très claire qui est fondée sur la manipulation explicite du génome humain. Là, la science-fiction, c'est un laboratoire de sciences sociales qui fait des expériences de pensée sociale, des conséquences sur les humains du progrès scientifique et technique. Et je pense que dans les écoles d'ingénieurs en particulier, mais dans toute formation qui dispense un savoir scientifique ou technique, il devrait y avoir une réflexion éthique. Ça, bien sûr, ça pourrait être des cours d'éthique, mais aussi une réflexion à la lumière peut-être de la science-fiction qui, d'une certaine façon, parce que c'est dans l'imaginaire, permet, comme on dit chez les jeunes, de se lâcher un peu plus qu'on ne le ferait dans un comité d'éthique très cadré, très policé, très éduqué. On peut se lâcher un peu plus, dire des choses ou franchir des tabous pour essayer de voir jusqu'où on peut tirer la corde dans le prolongement technique ou le prolongement de l'application de techniques dans un cadre humain. Qu'est-ce que la science-fiction nous dit sur le numérique et les big data Alors, la science-fiction, elle a fait deux choses. De ce qu'elle a fait, de ce qu'elle dit maintenant, on pourra en discuter, mais elle a fait deux choses. Elle a complètement raté la possibilité de l'Internet. L'Internet n'existe pas dans la science-fiction. En revanche, donc elle n'a pas fait ce qu'on lui attribue parfois comme propriété, mais qui n'est pas sa propriété, c'est-à-dire de la prospective, elle ne fait pas ça. Mais en revanche, elle a parfaitement intégré l'idée que les communications entre humains vont se modifier et que l'on va passer d'une communication humain à des choses plus globales. Ça commence dès les années 45 avec Arthur Clarke qui imagine mettre des satellites en position géostationnaire pour le réseau de télécommunications mondial, ce qu'on a fait en pratique. Arthur Clarke est l'auteur de 2001 l'Odyssée de l'espace, enfin de la nouvelle La Sentinelle qui a donné le film 2001 l'Odyssée de l'espace. La science-fiction a inventé la notion de cyberespace, de cybersphère, de sphère informationnelle, l'idée que d'une façon ou d'une autre, les humains vont échanger de l'information par un moyen technique qui n'a jamais été explicitement comme l'Internet actuellement, mais qui était un moyen technique qui permettait d'échanger de l'information à grande échelle, à la limite chez soi, que ça arrive chez soi et que ça soit d'humain à humain où qu'il soit. Donc l'idée était là, même si le dispositif technique invoqué n'était pas celui que l'on constate maintenant. Comment inclure de la créativité, ou en tout cas de l'apprentissage de la créativité, si tant est que ça s'apprend, dans les formations de scientifiques? J'avoue que c'est une question certainement difficile. J'ai l'avantage de la science-fiction, je ne sais pas si c'est une réponse, mais la science-fiction, elle se permet tout. Parce que c'est de l'imaginaire. C'est-à-dire que le travail de la science-fiction, si on revient par exemple à l'idée qu'on pourrait cloner des humains ou faire des manipulations génétiques sur les humains, la science-fiction ne se pose pas les questions éthiques et les questions de tabou qui pourraient entourer ces questions. Elle met en scène la chose, elle en tire des conséquences éventuellement désastreuses. Souvent, la science-fiction, c'est pas les bisounours, c'est souvent un rôle de vigie aussi, un rôle d'alerte. Et elle ne s'embarrasse pas des détails, elle met la chose en scène et puis elle y va. Moi, je dirais les compétences, ou plutôt les qualités qu'il faut avoir, c'est évidemment la passion d'intérêt, mais ça c'est tellement évident que je le dis, mais pour qu'on l'oublie pas quand même, mais aussi la ténacité, parce que le réel résiste. Le réel, c'est ce sur quoi travaillent même les théoriciens, d'une certaine façon. Ils essaient d'élaborer une représentation, disons, mathématique, formalisée du réel, des phénomènes, et le réel, ça résiste. Et les ingénieurs, c'est encore pire, parce qu'eux, ils fabriquent quelque chose, et à la fin, faut que ça marche, quoi. Et le réel, ça résiste. Et donc, il faut être absolument tenace, et du coup, on pourrait dire que pour les scientifiques, c'est presque évident qu'il faut, pour les théoriciens en tout cas, d'envisager le calcul, si j'ose dire, de toutes les façons possibles de bricoler, de tourner le truc dans tous les sens. Et j'ai l'impression que dans l'ingénierie, mais peut-être je me trompe, au niveau de l'ingénieur de base, là je parle au niveau du chercheur de base, au niveau de l'ingénieur de base, il n'y a peut-être pas toujours, par lui-même, mais aussi peut-être par sa hiérarchie ou par la façon dont c'est organisé, il n'y a peut-être pas toujours la compréhension de la superstructure dans laquelle on s'intègre. C'est un peu ça dont je parlais tout à l'heure en disant il faut avoir conscience des conséquences de ce que l'on fait. Alors les conséquences pratiques, je vais faire un nouveau grille-pain. Bon, je caricature un peu, je vais faire un nouveau grille-pain. Très bien, ça va rendre un service, il va être plus économe énergétiquement, par exemple, dans un cadre, disons, d'économie durable ou d'engins durables, c'est bien. Bon, mais en même temps, est-ce qu'on a besoin de grille-pain ?
est-ce qu'on ne peut pas vivre sans grille-pain? Bon, c'est une autre question qu'on pourrait se poser. Après tout, c'est aussi confortable de pouvoir griller du pain. Et puis, mais griller du pain, c'est quoi l'énergie pour griller du pain finalement? Et bien finalement, faire griller une tranche de pain, c'est 700 watts pendant 3 minutes. Et 700 watts pendant 3 minutes, c'est, disons, 6 ou 7 types communs sur un vélo qui pédale pendant 3 minutes. Voilà ce que ça veut dire griller une tranche de pain. Très bien, donc ça vaut le coup de faire des grille-pains qui vont griller à 300 watts, mais ça prendra... Et donc voilà, réaliser que ce que l'on fait a des conséquences et de temps en temps avoir la vision de la superstructure, que ça s'intègre dans un schéma plus large, et je pense que les ingénieurs individuels, mais les structures dans lesquelles ils travaillent et les entreprises dans lesquelles ils travaillent devraient faciliter cette conscience dans laquelle on s'intègre, dans le monde dans lequel on s'intègre, un monde économique, un monde technique, mais aussi un monde social, un monde humain et une biosphère terrestre sur laquelle l'humanité agit. Et donc, je ne dis pas que les scientifiques ont toujours cette conscience de la biosphère. Bien sûr, ils ont des ordinateurs il faut les produire. Un ordinateur portable, comme a le moindre scientifique, c'est 1 tonne de CO2 émise par production de ça. Donc on pourrait dire, avant, on faisait les calculs à la main, il n'y a pas toujours besoin d'avoir un ordinateur. Avant, on envoyait des lettres, on pourrait envoyer des courriers électroniques. Bon, c'est pas pour dire qu'il faut se restreindre dans ses outils techniques, mais être conscient de ça à chaque instant, de sorte que dans votre pratique, cette chose soit si naturellement intégrée qu'on en tienne compte à chaque instant, y compris pour finir par faire les objets techniques qui vont servir et qui auront des conséquences évidemment. Si vous aviez une utopie technologique, ça serait quoi? Une utopie technologique, ça c'est juste mon avis personnel. Moi, j'aimerais pouvoir voyager vers les étoiles. Voilà. Simplement, j'ai hautement conscience des problèmes techniques que ça pose et d'autres problèmes plus fondamentaux que ça pose. Mais voilà, moi, mon utopie ultime, ce serait je veux pouvoir monter dans un vaisseau spatial et aller sur Alpha du Centaure avant de mourir. Mais ça va pas être facile. Une autre, ça serait j'aimerais pouvoir me balader dans le système solaire ou aux environs de la Lune facilement. Ça sera presque aussi difficile en pratique, c'est pas beaucoup plus compliqué d'aller vers les étoiles une fois qu'on sait se balader facilement dans le système solaire. Ça c'est vraiment une utopie technique personnelle que j'ai, enfin je suis depuis gamin quoi, donc un truc qui me fascine dans l'univers, de pouvoir se voyager dans l'univers, mais j'ai hautement conscience de son implausibilité, de son irréalisabilité pratique pour plein de raisons. Pour la vie de tous les jours, moi j'aimerais bien que on réalise que l'humain occidental de base, quand il est scandalisé à juste titre par le gâchis, disons des classes supérieures, des riches, des hommes politiques, enfin de ce qu'on veut, qui sont la haute, et qui sont scandalisés à juste titre de ce qu'il passe, soit au même titre réalisent qu'au même titre, ils sont, pour des gens qu'ils ne voient jamais et qui ne les voient jamais, scandaleusement favorisés dans leur confort moderne et dans leur gaspillage moderne. Je parle de gens qui seraient en Inde, au Mexique ou dans des pays plus défavorisés. Et que ce n'est pas pour ça qu'il faut en avoir honte, ce n'est pas forcément amoral, mais ce qui est amoral, c'est de chanter complètement ça et de ne pas tirer les conséquences, une fois qu'on a réalisé ce fait-là, de ne pas en tirer les conséquences, en particulier techniques, ça veut dire en volontairement limitant sa puissance sur le monde pour que le monde soit peut-être moins mauvais pour d'autres. Et limiter sa puissance sur le monde pour le monde occidental, ça passe par, disons, limiter le nombre d'objets techniques dont on dispose, limiter leurs actions sur le monde, ou en tout cas n'envisager que ceux qui ont un intérêt, qui va définir ça, c'est compliqué, mais qui ont un intérêt manifeste pour l'humanité. Je veux bien des blocs opératoires très efficaces, par exemple. Profusion de tas d'objets techniques variés de communication que tout le monde a dans sa poche, c'est important, ça peut être important, c'est peut-être pas la peine qu'ils fassent grille-pain, démonte-pneus, en même temps que pour envoyer des mails et faire tout ce qu'on veut. Voilà. Et des capsuleurs aussi. Merci Roland. Merci à vous.